je voudrais vous parler, c'est ce dont on parle beaucoup en relation avec les politiques de conservation, la marchandisation et la financiarisation de la nature. On peut lire souvent que l'adoption du terme de biodiversité aurait marqué un changement de représentation de la nature et l'expansion d'un projet de marché généralisé et donc un projet de transformer la nature en marchandise. À propos des services écosystémiques, on entend même parler de financiarisation de la nature. Donc c'est un peu là-dessus que je me propose de faire retour avec vous. Donc de fait, à un niveau international, dans les négociations qui entourent notamment la Convention sur la diversité biologique, depuis la fin des années 80, on observe une évolution dans les objets privilégiés par les politiques de conservation. Donc au milieu des années 80, quand le terme de biodiversité a émergé, souvenez-vous, c'était essentiellement de ressources génétiques qui était question. On pensait que les substances naturelles allaient offrir des possibilités de développement de nouveaux produits pharmaceutiques, de nouveaux médicaments, qu'elles constituaient un or vert sur lequel les industriels, essentiellement du secteur pharmaceutique, allaient se précipiter, qu'il y avait là une richesse à valoriser, une richesse menacée à valoriser. Cette richesse, on la voyait très liée à la diversité culturelle, aux savoirs locaux, aux savoirs traditionnels, en particulier de populations autochtones, ayant développé des pharmacopées très élaborées à base de plantes. Donc on s'imaginait que la question de la valorisation des ressources génétiques, des substances naturelles était liée à la question de la diversité biologique et que dans un même élan, on pouvait valoriser diversité des plantes et diversité des savoirs et des cultures. À partir de la fin des années 90, ce modèle de valorisation des substances naturelles n'ayant pas véritablement connu le succès escompté, on a imaginé que peut-être certains secteurs d'activité liés à la biodiversité, liés à l'exploitation de la biodiversité, certaines filières agroalimentaires en particulier, assorties de labellisation, de certification, de marques, pouvaient être des vecteurs pour la valorisation des milieux dans lesquels les produits qu'on pouvait commercialiser sur des marchés segmentés auraient été prélevés. Donc on a beaucoup misé sur la certification comme voie de conservation de milieux tels que la forêt tropicale, en tout cas misé dans les discours et dans les instances internationales. Et puis, depuis le Millennium Ecosystem Assessment, donc depuis le milieu des années 2000, c'est sur les services écosystémiques qu'une bonne partie des espoirs se sont reportés et qu'on se dit que la valorisation économique pourrait être assise. Donc depuis la fin des années 80, on observe à la fois une évolution dans les objets qu'on envisage de valoriser, dans ces politiques internationales, dans les négociations qui entourent, donc, encore une fois, en particulier la Convention sur la diversité biologique, mais une constante qui est que l'utilisation durable, la valorisation économique des ressources est perçue comme le moyen d'assurer leur conservation. Autrement dit, il faut utiliser durablement pour conserver. La préservation n'est pas forcément une voie, ce qui n'implique pas qu'il faille renoncer absolument à la préservation, mais qu'aux côtés de la préservation pour certains types d'écosystèmes et d'espèces, on envisage assez sérieusement l'exploitation. Donc utiliser ou marchandiser pour sauver. Donc comment est-ce qu'on est arrivé là? Donc souvent cette marchandisation, puisque c'est la façon dont on qualifie ce processus ou cet intérêt pour la valorisation dans le champ des politiques de conservation, souvent cette marchandisation est interprétée comme une emprise de l'économie, de l'économisme, une économicisation de la nature. Bon, en réalité, en relation avec la Convention sur la diversité biologique, il y a probablement une alliance et une convergence de dynamiques beaucoup plus complexes qu'une simple néolibéralisation, une simple imposition d'un discours néolibéral ou une simple application de la théorie économique qui s'est opérée.
Donc il est bien connu qu'au milieu des années 80, s'est aussi opéré en Amérique latine une alliance entre les mouvements autochtones, donc de défense des populations autochtones, qui est en train de se constituer et de se consolider sur une base transnationale, et les mouvements de conservation de la nature, les uns puisant dans les registres et dans les valeurs des autres de nouvelles sources de légitimité, et donc c'est construit un terrain d'entente commun entre les grandes ONG de conservation qui voulaient défendre la forêt tropicale, mais à qui on reprochait de défendre cette forêt au détriment éventuellement des intérêts en termes de développement des pays et des populations, et une alliance d'une part entre ces ONG de conservation et d'autre part avec les populations autochtones qui, elles, peinaient à exposer leurs revendications, leurs attentes en termes de souveraineté culturelle, de reconnaissance de leurs droits culturels, de droits fonciers et parfois de droits civiques également. Donc ces revendications avaient de la peine à trouver un écho sur les scènes politiques nationales, et donc les uns adoptant les arguments des autres, c'est nouer une alliance. Donc cette alliance, elle fait le pari de s'appuyer sur les forces du marché, enfin du moins en partie, et ce qui est présenté à l'époque un peu comme pragmatique, ce sont des options qui vont être débattues dans les mouvements sociaux qui se constituent à ces époques-là. Est-ce qu'il faut s'opposer au marché? Est-ce qu'il faut s'opposer à la globalisation économique? Ou est-ce que habilement utilisé, il pourrait être un levier pour obtenir des droits politiques? Et est-ce qu'après tout, obtenir des moyens, obtenir des fonds, obtenir des droits économiques ne pourrait pas être un expédient pour atteindre des droits politiques qui sont ceux à quoi aspirent effectivement les populations autochtones, et pouvoir légitimer leur action qui est parfois qualifiée d'ingérence écologique pour les ONG de conservation. Donc l'idée de s'allier au marché, tenter d'instrumentaliser le marché, d'arraisonner les marchés pour servir des intérêts en termes de conservation et en termes de reconnaissance de la souveraineté culturelle est assez présente. La biodiversité, dans ce cadre-là, est pensée comme une ressource politique, une ressource discursive qui va permettre d'obtenir des droits d'un autre ordre. Donc derrière ce développement des marchés, il n'y a pas qu'une influence croissante de la théorie économique, il n'y a pas qu'une emprise croissante du néolibéralisme, il y a aussi finalement une tentative d'instrumentaliser tout ça, d'en favoriser un développement encadré de la part d'acteurs qu'on pourrait a priori imaginer comme étant plutôt des victimes de tout cela. Alors est-ce que cette stratégie a été payante? Est-ce que cette stratégie a abouti? Est-ce que pour servir des luttes politiques et dans le cadre de confrontations très violentes et très brutales, on va pouvoir utiliser le marché pour régler d'une façon plus policée des différends qui sont des différends politiques fondamentaux? C'était le pari du moment qui a plus ou moins fonctionné. Mais en tout cas, il n'y avait donc pas que des intérêts économiques purs à la base de cette idée de valoriser économiquement la nature pour la sauver. Donc l'idée de la biodiversité comme richesse n'a pas été portée par des économistes, elle a été mise en avant dès que le terme même de biodiversité a été inventé, à la fameuse conférence organisée sous l'égide de l'Académie des sciences aux États-Unis, où le terme de biodiversité a été avancé. Immédiatement, on a présenté la biodiversité comme un or vert, comme une richesse inestimable, comme un trésor, en multipliant les métaphores et les analogies, les images, en produisant également beaucoup d'évaluations économiques. Et on a mis également en avant le fait que la biodiversité, c'est de l'information. Et que la forêt tropicale qui part en flammes ou la déforestation, c'est une bibliothèque qui brûle.
Donc les scientifiques eux-mêmes ont été des acteurs importants de cette diffusion du répertoire économique. Donc certaines disciplines en particulier, en prélude à la Convention sur la diversité biologique, il y a eu quand même un certain nombre de déclarations de scientifiques qui indiquaient dans quelle direction ils souhaitaient que les politiques aillent, et ce qui a effectivement été adopté avec la Convention sur la diversité biologique. Donc ils ont mis en avant ce rôle de la biodiversité, des écosystèmes en particulier tropicaux comme réservoirs d'or vert, comme mines potentiellement à exploiter, et donc mis l'accent sur les pertes considérables que représenterait pour l'humanité la perte des écosystèmes tropicaux. Et là, en pensant cette perte en termes de perte économique, et en la présentant de cette façon-là. Alors, évidemment, tout ça, ça rentre en résonance avec la théorie économique, notamment la théorie économique dominante, en particulier la théorie des droits de propriété, qui voit dans le défaut de droits de propriété, dans le défaut d'appropriation, dans le fait que la valorisation économique n'est pas possible en l'absence de droits de propriété, la raison pour laquelle la nature est détruite. Si la nature était appropriée, certains acteurs s'en sentiraient responsables et trouveraient alors opportun d'investir dans sa conservation. C'est parce que la nature n'est pas appropriée. Donc là, on retrouve aussi l'influence de la thèse de Harding sur la tragédie des commons. La nature n'étant pas appropriée, on n'a pas intérêt à investir dans sa conservation. Donc développer des droits de propriété, mettre en place des mécanismes qui permettent la valorisation économique serait le moyen de remédier à ce qui est perçu avant tout comme le résultat d'un sous-investissement chronique. Et donc là, il y a de la théorie économique qui rentre en résonance donc, avec des stratégies politiques très contingentes à l'origine, très contextuelles, très situées. Il y a aussi donc, tout ce fond idéologique néolibéral de cette période du milieu des années 80. C'est pas de la théorie économique à proprement parler, mais l'environnementalisme de marché qui est assez répandu dans ces années-là aux États-Unis a évidemment une incidence sur la façon dont on perçoit le marché comme solution et les droits de propriété privés individuels comme solution. Donc c'est tout ce contexte-là qui fait qu'on se dit qu'il faudrait valoriser économiquement la nature pour la conserver, et que la marchandisation peut être un bon projet pour les politiques de conservation de la nature. Donc au fil du temps, comme je le disais au tout début, ce projet de marchandisation a pris des formes différentes. La forme la plus récente, celle dont on débat beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la valorisation des services écosystémiques. En termes de dispositifs, on imagine les paiements pour services environnementaux, les banques de compensation, les banques de conservation. Donc les différents dispositifs envisagés dans le cadre des politiques de compensation, que ce soit pour les zones humides ou pour la perte d'habitat d'espèces protégées, l'ensemble de ces dispositifs sont présentés comme de possibles marchés au service de la conservation de la nature. Bon, donc au fil du temps, on a cherché à développer des marchés, et en s'attachant à repérer dans la nature ce qui pouvait être valorisable d'un point de vue économique. Alors les ressources génétiques au milieu des années 80 et puis les services écosystémiques aujourd'hui, ça paraît particulièrement séduisant parce qu'on a affaire à des actifs immatériels. Et immédiatement, dans l'imaginaire des économistes, on se dit un actif immatériel, c'est formidable, parce qu'on va pouvoir l'exploiter, on va pouvoir le valoriser, sans forcément exploiter matériellement ce à quoi il est rattaché. Donc on va pouvoir créer un marché à partir d'une titrisation, considérer la nature comme un capital, au sens le plus littéral qui soit, et mettre des titres liés à la conservation sur lesquels on va pouvoir spéculer. Et donc on va pouvoir lever des fonds à travers le commerce et la valorisation de ces titres, plutôt qu'à partir de l'exploitation physique des milieux.
et des espèces. Donc c'est quelque chose qui séduit d'un point de vue purement conceptuel les adeptes du marché, qui ont pris au sérieux cette injonction à développer des marchés et l'idée que la valorisation économique pourrait être la clé de la conservation. Après, donc la question c'est comment. Donc en théorie, on arrive comme ça à imaginer des choses, ce serait mieux d'avoir des titres, d'avoir des actifs immatériels, mais comment faire ? Donc développer des marchés, quand on est économiste, on ne sait pas très bien faire, parce que le marché, ça peut paraître peut-être paradoxal, on en parle tout le temps, il est omniprésent, il est complètement central dans la théorie économique, mais il est central et il est immanent, c'est à la fois l'institution et une non-institution. Toutes les autres institutions, on explique leur conception, leur création, leur évolution. Le marché, il est là. Et construire un marché, il y a presque quelque chose de paradoxal. Le marché, c'est le lieu de véridiction en économie. C'est là où émergent les valeurs, c'est là que les choses sont sensibles, sont vraies, sont apparentes. Et donc l'idée même de le construire, donc de prétendre orienter ce mécanisme de révélation, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc finalement, en tant qu'économiste, on ne sait pas construire un marché. Donc c'est forcément du bricolage, la construction des marchés. Et comme on s'en rend bien compte, on parle plutôt d'instruments de marché que de marché. Pour dénoter que ça reste une tentative. On va chercher à mimer le marché, on va chercher à construire le marché, mais on ne va pas être dans quelque chose qu'on puisse, à proprement parler, qualifier de marché, ne serait-ce que parce que le marché est un idéal type pour la théorie standard, et les marchés réellement existants n'ont que peu de rapport avec le marché tel qu'on se représente en théorie. Donc, les écosystèmes, on va les penser comme capital naturel, producteur de services, de marchandises, de valeurs, tout ça, on va appeler ça des actifs naturels, et donc on va essayer d'en faire quelque chose. Et si on parle de marché, c'est surtout presque déjà avec la volonté d'une anticipation autoréalisatrice. On dit c'est un marché et ça va devenir un marché. On aimerait que ce soit un énoncé performatif. On aimerait, quand on est économiste et qu'on est engagé dans ce projet de valorisation de la nature, qu'il suffise de dire c'est un marché pour que l'institution se mette en place et pour qu'elle soit efficace. Donc parler de marché, c'est affirmer son projet de mettre en œuvre quelque chose d'efficace. Probablement pas beaucoup plus. Donc il y a beaucoup de communication derrière tout ça. Et ça séduit les ONG, ça séduit des organisations internationales. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a lancé une initiative financière qui fait beaucoup pour diffuser l'idée d'une possible valorisation de la nature, de la biodiversité, des services écosystémiques. Donc vous voyez les illustrations des rapports, des rapports sont assez éloquentes, hein. On cherche où trouver de l'argent dans la nature, on s'imagine bien qu'il y a de l'argent dans la nature et qu'il suffit peut-être de se pencher pour le cueillir, en tout cas il est là. Pourquoi est-ce qu'on y croit ? Parce qu'on veut y croire. Parce que on est vraiment dans l'univers et dans l'imaginaire de la finance. Vouloir y croire, c'est déjà le faire exister. Et pourquoi est-ce qu'on aimerait croire à cette finance des services écosystémiques ? Parce que ce serait formidable. Si on pouvait enrôler le monde bancaire, le monde financier dans la conservation, on aurait là des sources de financement peut-être pas inépuisables, mais en tout cas de nouveaux leviers. Et donc dans les années 80, on pensait que les industriels allaient pouvoir financer des politiques de conservation. Aujourd'hui, se dire qu'on pourrait attirer le secteur bancaire, le secteur financier, et donc tous les flux monétaires qu'ils drainent, ça fait rêver certains organismes de conservation. Alors à l'inverse, évidemment, ça suscite des réactions extrêmement virulentes contre ce projet de marchandisation, de financiarisation généralisée. Beaucoup de critiques rappellent assez opportunément la crise des subprimes et le fait que peut-être jouer la conservation à la bourse, c'est pas le choix le plus opportun et le plus durable et le plus pérenne qu'on puisse imaginer. C'est peut-être pas un moyen extrêmement fiable. Donc il y a une très forte opposition à ce projet. Et puis finalement, c'est ce qui fait exister la thématique. Il y a des gens qui y croient avec beaucoup d'intensité,
d'autres qui s'y opposent avec la même intensité et la même fougue, ce qui entraîne une très forte polarisation à la fois des recherches et des prises de position politiques pour ou contre la financiarisation du vivant. Et c'est vraiment cette polarisation qui fait exister la thématique. Et ce qu'elle produit avant tout, alors, est-ce que la financiarisation est en marche? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Est-ce qu'on a une explosion du nombre de titres, des flux d'échange, quelque chose de ce genre-là? Vraisemblablement pas. Est-ce que le secteur bancaire se précipite sur les actifs environnementaux en devenir, en y voyant un nouveau domaine d'investissement dont on répète à l'envi qu'il est friand et que la finance aime à trouver constamment de nouveaux domaines vers lesquels se projeter? Pas véritablement. Les personnes qui sont en charge de l'initiative financière du programme des Nations Unies, par exemple, ont beaucoup de mal à rallier les banques, à leur faire signer les fameuses déclarations que, quand on est un peu critique et qu'on trouve sur Internet, on perçoit comme étant des signes de cette financiarisation en marche. En réalité, les banques n'en veulent pas. Il faut vraiment aller les chercher pour les faire signer. Donc ce que ça produit avant tout, c'est certainement de la sélectivité épistémique, donc de la mise en visibilité, de la mise en invisibilité, la focalisation sur certains aspects des politiques environnementales et des dispositifs, ceux qui se prêtent à cette grille de lecture, et puis une tendance à probablement sous-estimer les autres. Donc de la même façon, dans le monde vivant, une tendance à survaloriser les espèces ou les niveaux d'organisation dans les écosystèmes, les éléments de nature dont on pense qu'ils pourraient avoir un potentiel économique au détriment des autres. Alors, de façon très plus concrète peut-être, si on voulait développer un marché en lien avec la biodiversité, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on est engagé dans cette voie? D'abord, il faut une marchandise, pas de marché sans marchandise. Donc ça implique un démembrement des écosystèmes, au moins métaphorique, l'identification d'entités discrètes, homogènes. Ça implique donc de faire changer de statut des éléments de nature. Il y a des marchandises qui sont par vocation des marchandises, des choses qui sont produites en vue de l'échange. Ça n'est évidemment pas le cas de tout ce qui existe spontanément dans la nature, que la nature n'a pas mis à notre disposition pour qu'on accumule et qu'on en retire une valeur d'échange. Donc ça nécessite une transformation qui implique toutes sortes d'opérations et une certaine violence pour produire cette marchandise, donc ce que Karl Polanyi appelle une marchandise fictive. La question de l'offre se pose bien entendu avec une acuité particulière. Un marché, c'est une offre, une demande. Donc si on a une marchandise, il faut qu'on ait un offreur. Pour les biens manufacturés, on a un producteur qui produit la nature, qui sont les ayants droit, avec quelle forme de légitimation, à quelle échelle. Tout cela, c'est extrêmement épineux, bien entendu. Et puis enfin, le marché tel qu'on s'imagine dans les manuels d'économie, c'est vraiment le lieu de la liberté, de l'autonomie des agents économiques qui expriment leurs préférences sans contrainte aucune. Alors que quand on est dans le domaine des politiques de conservation, on est dans des champs qui sont littéralement irrigués par des normes, par de la contrainte, par de la régulation. Il y a des faisceaux d'obligations extrêmement complexes. Si on cherche à développer des dispositifs dits de marché pour des espèces protégées, c'est bien que ces espèces sont protégées. Donc la question de la liberté contractuelle, de l'autonomie des agents économiques qui s'engageraient dans un marché de ce type est éminemment contestable. Enfin, ce qui caractérise un marché, c'est évidemment le prix, et donc il faudrait que ce prix, pour qu'on puisse avoir un mécanisme qui ait les caractéristiques d'efficacité qu'on projette sur le marché dans la théorie économique en général, il faudrait qu'on ait un prix qui émerge de la confrontation et de l'offre et de la demande, qui soit complètement indépendant des relations entre les parties prenantes, de l'identité des parties prenantes. Et donc tout cela pose de nombreux problèmes. Donc, quand on parle de marché en relation avec la biodiversité, il faudrait définir tout ça. Il faudrait essayer de savoir ce qu'on échange, ce qu'on paye, qui paye quoi, et essayer de montrer
montrer la complexité des relations contractuelles, les faisceaux de transactions dans lesquels sont impliqués les acteurs. Donc en réalité, il est très difficile de tenir des discours généraux sur la marchandisation ou la financiarisation. Ce qu'on peut dire et qui se développe là de façon exponentielle et absolument indéniable, c'est l'expertise, c'est les projets, c'est la production scientifique, c'est les réseaux spécialisés et les acteurs spécialisés dans ces domaines. Donc là, de ce point de vue-là, le marché, la finance liée à la biodiversité et aux services écosystémiques est un succès, puisque ça emploie finalement beaucoup de monde à la fois d'être pour et d'être contre. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Je finirai là-dessus. Donc ce qu'on observe par-dessus tout, c'est en relation avec ce projet de financiarisation, c'est la diffusion d'une grammaire libérale, d'une grammaire managériale, de registres de vocabulaire, de façon de parler de la nature qui évoque le marché. C'est particulièrement révélateur et ça se donne particulièrement à voir dans l'initiative TIB sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité. Il y a un site qui est dédié à l'information sur la biodiversité en relation avec cette initiative et qui s'appelle Banque du capital naturel. Et si vous regardez les menus, vous pouvez voir le compte courant, les stocks et les investissements. On a l'impression qu'on est dans sa banque. Et c'est la nouvelle métaphore, c'est la nouvelle méga métaphore pour penser la biodiversité et les services écosystémiques. C'est le compte bancaire. L'écosystème, maintenant, c'est le compte bancaire en termes de représentation, d'imaginaire. Et pourquoi? C'est tout à fait... alors, on trouve ça aussi... ce genre d'image, ce genre de slogan aussi dans les grands organismes de conservation de la nature. Donc vous voyez, ça vient d'un rapport de l'UICN, vous avez le distributeur de billets dans la forêt, c'est vraiment magnifique. Et donc sauver la biodiversité, c'est aller retirer, je ne sais pas très bien quel est le message d'ailleurs, enfin c'est la banque, et donc une fois que vous aurez compris que la nature c'était une banque, certainement vous changerez de rapport à la nature, puisqu'on est tous des excellents gestionnaires. On sait tous intimement et très profondément ce que c'est qu'une banque. Bon, je finis juste sur quelques images, je sais que j'ai dépassé mon temps, mais de la même façon, les espèces à protéger, qu'est-ce que c'est? C'est des super managers méga adaptés. Donc, ils sont optimisés, vraiment, ils ont des solutions. Et on va vous les présenter comme des managers performants, comme des ingénieurs des écosystèmes, des ingénieurs des milieux, mais avec le vocabulaire du management. Comme s'il fallait ça pour qu'on saisisse l'intérêt de préserver l'albatros ou le vautour. Le vautour étant un technicien en charge de l'hygiène de la nature. Donc c'est vrai que, extrêmement performant, c'est l'oiseau manager. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très très présent, je vous passe aussi sur les possibilités de mobiliser à des fins politiques le registre de l'économicisation et de la financiarisation de la nature. On a plutôt tendance à le percevoir comme étant quelque chose qui va peser sur les pays du Sud, qui va prolonger les rapports postcoloniaux. Ça peut, dans certains cas, être manié à des fins politiques pour servir des politiques nationales et certains types de positionnement et de discours. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de l'initiative ITT Yasuni. Et donc, surtout, ce qu'on voit, ce sur quoi il est vraiment difficile de se prononcer, c'est ce business de la biodiversité. L'idée que la biodiversité, ça pourrait être un business, et surtout donc la diffusion du vocabulaire du management. On n'est plus franchement dans l'univers de l'économie, en tout cas pas dans l'univers de la théorie économique, mais davantage dans celui du management, et on a l'impression que pour vendre la biodiversité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais pas la vendre, pas en faire une marchandise, mais la vendre comme produit
et commerciale, la vendre comme cause, la rendre séduisante, la rendre attractive, il faut développer tout un marketing. Donc plutôt que de marchandisation, de financiarisation de la biodiversité, il me semble que ce à quoi on assiste, et puis qui est très manifeste dans tous ces rapports, pour lesquels on a tendance soit à s'enthousiasmer, soit à s'enflammer, parce qu'on les trouve absolument terrifiants d'un point de vue éthique, ce à quoi on assiste, c'est vraiment un projet de marketing qui se donne à voir parfois de façon très très claire. Donc j'ai fini. Voilà. Cette financiarisation, ce discours est un écran de fumée. Est-ce qu'on peut considérer qu'un écran de fumée qui est là pour éviter de poser les vraies questions, c'est qui ferait vraiment mal? Ce serait prêter une intentionnalité qui n'est pas toujours là, pour certains acteurs indéniablement, pour d'autres pas forcément. J'aimerais communiquer le message que les choses devraient être plus nuancées et que derrière chacune de ces dynamiques, il y a aussi des tentatives maladroites d'utilisation de tout ce qui se passe autour de la biodiversité comme ressources discursives, politiques, pour des combats qui sont tout autres. Donc c'est pas ce projet néolibéral qui avancerait comme un rouleau compresseur, et il n'y a pas toujours d'intentionnalité, de masquer. Il ne faut pas non plus s'imaginer cette intentionnalité partout, ça paraît un peu excessif, mais chez certains acteurs, bien entendu, indéniablement. J'ai été étonné de la place que vous avez donnée au mouvement autochtone dans la financiarisation, alors que pour moi, les mouvements autochtones, ça se rapproche des communs, et que, comme vous l'avez dit, avec Ardine, l'économie et l'économisation s'est construit sur la disparition des communs. Donc c'est une première chose sur laquelle j'aimerais bien avoir une réponse. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez présenté le marché comme en opposition avec le fait qu'il y a sur le plan de la biodiversité toute une série de lois, une complexité législative, mais il me semble que le marché, tout livre qu'il soit, il s'est toujours construit sur l'existence sur le fait qu'il existait une force publique qui permettait de le garantir. Donc je ne suis pas du tout sûr que ce soit en opposition comme vous l'avez fait. Alors, je vais peut-être commencer par répondre d'abord à votre deuxième question. Le marché réellement existant, pour autant que je puisse le qualifier ainsi, bien entendu qu'il intervient toujours dans un cadre institutionnel beaucoup plus complexe et qu'il existe de nombreuses normes qui l'encadrent. Le marché idéal type de la théorie économique, celui auquel on attribue des vertus d'efficacité dans l'allocation qui fait des ressources, celui-là, on l'imagine dans un espèce de vide institutionnel et juridique. C'est l'idéal type qui est pensé comme ça, pas la réalité. Mais en même temps, les vertus d'efficacité, elles sont attribuées à cet idéal type, pas au marché réellement existant. Et ce que je veux dire, c'est que les marchés tels qu'ils existent n'ont de toute façon pas les caractéristiques qui sont celles du marché en théorie. Et c'est à ce marché en théorie, et pas au marché réel, qu'on attribue des vertus d'efficacité. Donc pourquoi s'obstiner à mimer, à produire des institutions qui, d'un point de vue formel, présentent des analogies avec le marché? Pourquoi vouloir s'attacher absolument à créer des marchés, alors que même l'idée de créer un marché est presque contraire à la théorie? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de justification théorique en économie à cela. La justification, elle est d'un autre ordre. Alors après, ça peut être de l'idéologie, enfin, il y a des justifications d'un autre ordre. Mais c'est pas de la théorie. Souvent, ce qu'on présente pour de la théorie économique n'en est pas. Tout simplement parce qu'on parle de choses qui ne sont pas les objets de la théorie économique. Et donc, les justifications, elles sont multiples, mais ça n'est pas une emprise de l'économie en tant que discipline dans le champ de la conservation qui produit ce qu'on observe. Alors après, il y a des économistes, le pouvoir des économistes, ça c'est autre chose. Et la première question sur les communs. Oui, alors c'était pas forcément en lien avec la financiarisation. Globalement, les populations autochtones sont très opposées au projet de financiarisation. Il
il y a une grosse mobilisation internationale contre les mécanismes de type règle, ce genre de choses. Mais au moment de la Convention sur la diversité biologique, il y a sur ma diapo, c'était les kayapos. Les kayapos ont été un peu en pointe, ont eu un positionnement un peu particulier. Ils se sont dit qu'ils pouvaient s'allier avec, alors d'une part avec des ONG, des people, et puis avec des opérateurs économiques, pour tirer des ressources économiques d'une exploitation raisonnée de leur territoire, et grâce à ces ressources économiques et grâce à ces alliés puissants internationaux, faire pression sur les pouvoirs publics nationaux, en l'occurrence pour qu'ils renoncent au projet de barrage sur le haut rio Xingu, qui a fonctionné dans un premier temps. Et donc, eux ont joué la carte du marché organisé à leur façon et selon leurs modalités, et de la recherche d'alliés commerciaux au nord pour faire pression sur les pouvoirs publics brésiliens. C'est donc l'effet boomerang en relations internationales. On cherche à utiliser le niveau international pour faire pression sur le niveau national. Il y a un aspect intéressant éventuellement de l'évaluation monétaire des services dont vous n'avez pas parlé, j'aimerais avoir votre opinion, c'est l'aide à évaluer les coûts cachés, les coûts environnementaux cachés. En gros, pour prendre un exemple, si on était capable d'évaluer l'impact sur 50 ou 100 ans d'une ligne TGV sur les relations culturelles avec la nature, donc les services culturels, sur les déplacements des espèces, sur l'agriculture et l'épuisement des sols, ça éviterait d'avoir à convoquer le Big Prune comme moyen de retarder un projet d'autoroute. Ça, c'est un aspect quand même vraiment intéressant parce que quelque part, tant qu'on n'est pas capable d'évaluer correctement les coûts environnementaux cachés, quelque part, on peut dire les économistes qui gèrent ces grands projets, ils ne font pas leur boulot jusqu'au bout. L'évaluation monétaire peut être intéressante dans certains contextes. Les économistes peuvent parfaitement être mobilisés dans des projets comme ceux que vous décrivez. Moi, ce dont j'ai voulu vous parler, c'est plutôt les instruments qu'on met en avant. Parce que dans ces politiques de conservation internationale, on est tout le temps à la recherche de ces solutions à double dividende, une espèce de martingale. On voudrait trouver un nouvel outil qui fasse tout, qui résolve tous les problèmes, qui permette le développement, la conservation, qui satisfasse des acteurs industriels, des chercheurs, des populations autochtones. Il faut que ça plaise à tout le monde et que ça soit bénéfique pour tous. Et on est tout le temps à la recherche d'une solution miracle. Et finalement, il y a des tas de choses très concrètes pour lesquelles l'économie pourrait être mobilisée de façon assez pertinente, mais ne l'est pas, ou en tout cas, on ne donne pas de visibilité à ce genre d'initiative parce qu'on préfère spéculer sur ce type de solution. Mais vous avez parfaitement raison.